Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à toutes et tous. Alors on est très heureux à la Fondation Jean Jaurès aujourd'hui de recevoir Stéphane Rosès avec qui on va pouvoir discuter justement de son dernier livre qui s'intitule Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. Il a été publié aux éditions du Cerf en novembre dernier, mais il reste évidemment extrêmement d'actualité. C'est un livre sous forme d'entretien qui a été réalisé avec Arnaud Benedetti, qui est entre autres rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Alors Stéphane Rosès, on vous présente plus, mais vous avez notamment créé l'Institut CSA. Vous êtes un spécialiste des questions d'opinion et des valeurs qui traversent la société française. Et c'est à ce titre-là que vous avez livré vos réflexions dans ce dernier livre. Donc on va avoir du temps, on va avoir à peu près 1 heure pour discuter ensemble des points principaux de votre livre et de pouvoir un peu creuser votre vision et la particularité de votre vision parce qu'elle est effectivement singulière. Vous avez un regard très singulier sur le cours des choses. Donc déjà, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, Antoine. Et je vous propose qu'on commence directement par ce qui fait le cœur un petit peu de votre livre, de votre analyse, cette idée de chaos. Vous pouvez nous expliquer justement quel est le fond de cette idée ? Oui, au fond, je suis un professionnel, vous l'avez dit, homme d'études. J'ai terminé DG de l'Institut CSA, je suis dans le conseil depuis 12 ans. Et au fond, je ne suis pas un universitaire ni chercheur. Je pars toujours des éléments, je dirais, concrets, du réel. Et ensuite, j'essaye de comprendre ce qui agit les peuples. Le terme chaos, au fond, reflète, selon moi, si rien n'est fait pour reciviliser la mondialisation, un cours des choses qui amène aux affrontements et aux guerres. À ce chaos objectif, et je vais revenir à votre invitation sur les fondements, se rajoute un chaos cognitif. Les peuples, et souvent les intellectuels, peinent à rendre compte de ce qui se passe. Soit parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est plus le sujet, il suffirait de s'adapter, soit, et ça peut être lié, parce qu'ils n'ont pas, selon moi, des grilles d'analyse permettant de rendre raison de ce cours des choses. Alors, objectivement, les peuples sont, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, interdépendants économiquement, financièrement, numériquement, écologiquement et sanitairement. Et pourtant, ils se replient. Dans toutes les parties du monde, les peuples se replient. Qu'ils aient profité ou non des formes de la mondialisation. Donc, il faut rendre raison de ce mécanisme étonnant qui fait que, alors que des peuples ont intérêt, objectivement, à s'associer, à faire face ensemble, eh bien, au contraire, ils se rétractent à ce qu'Emmanuel Macron, lors de la première conférence des ambassadeurs en 2017, avait appelé le repli archaïque des peuples sur leur imaginaire. Alors, qu'est-ce que l'on peut comprendre à cela ? Si les peuples se replient, dans ma grille d'analyse, après avoir travaillé sur, évidemment, ce qu'est le peuple français en comparaison avec les autres civilisations et peuples, c'est que les peuples ne sont pas mus essentiellement
par la prospérité économique ou même la démocratie et les libertés individuelles, on a vu à quel point, avec la crise pandémique, toutes les civilisations avaient momentanément arrêté l'économie et on a vu à quel point les peuples étaient prêts à renoncer à leur liberté individuelle pourvu de faire face ensemble aux défis d'une pandémie touchant de façon contingente par la mort les sociétés. Et donc, ce qui fonde les sociétés, c'est d'abord, de façon archaïque, faire face ensemble. Et la singularité de la mondialisation actuelle, c'est que justement, les modalités néolibérales de la globalisation font qu'elle ne semble plus conduite par des communautés humaines, nations, peuples, maîtres de leur destin, avec des forces dominantes, où on pourrait dire c'est la faute des Égyptiens, des Assyriens, des Romains, c'est la faute des croisés ou des Sarrasins, de l'impérialisme américain ou du totalitarisme soviétique ou du pan-germanisme allemand. Non, le cours des choses semble dirigé par des marchés, des forces désincarnées, détérioralisées, qui semblent être absolument hors de portée de la maîtrise des peuples. Et ce mécanisme, qui est celui dans le moment du capitalisme financier, de la post-modernité, du néolibéralisme, a évidemment été engendré par les sociétés elles-mêmes, par l'efficace des marchés, de l'industrie financière, de la technologie, de la troisième révolution industrielle et informationnelle. Donc, nous y avons tous concouru individuellement, mais au détriment, dans ces mécanismes, des maîtrises collectives des peuples. Et nous sommes le moment où les peuples inquiets veulent reprendre la main sur leur destin, et ça passe par le repli des peuples. Trump, le Brexit, Erdogan, Poutine, Xi Jinping. Mais justement, dans cette dynamique de repli des peuples, est-ce que ce sont davantage des causes économiques liées à cette mondialisation néolibérale que vous qualifiez de cette manière, ou est-ce que c'est davantage des inquiétudes plutôt sur des questions culturelles qui poussent à ce repli, ou les deux ? Ce sont, au fond, dans ma grille d'analyse, des raisons qui touchent justement de la tension entre ce que sont culturellement les peuples, leur imaginaire, leur façon d'être, leur façon de faire, fort différentes d'un pays à l'autre, et les formes que prennent les imaginaires pour s'adapter au réel, que sont les institutions religieuses, les institutions politiques, les rapports sociaux, les rapports à la technique et la géopolitique. C'est-à-dire que dans ma grille d'analyse imaginariste, l'histoire ne résulte pas essentiellement des forces matérielles ou de l'évolution des idées. Je ne suis ni matérialiste ni idéaliste, mais le cours des choses dépend de l'harmonie entre les façons d'être et de faire des peuples, d'une part, et d'autre part, les formes que prennent les imaginaires des peuples face à un réel sans cesse changeant. S'il y a harmonie, alors les peuples peuvent coexister entre eux
dans une complémentarité. Si, et c'est le moment actuel, il y a échappé du cours des choses et des institutions des peuples par rapport à leur imaginaire, alors c'est le chaos. Donc, pour répondre précisément à votre question, pour moi, ce sont les cultures des peuples, leur imaginaire, leurs us et coutumes, leur façon d'être et de faire, qui encastrent les questions religieuses, philosophiques, politiques, les rapports sociaux et les questions géopolitiques. C'est-à-dire que le chaos actuel procède essentiellement d'une pensée et d'une réalité néolibérale qui viserait à dire que le progrès réside dans le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Le politique devant céder la place à l'efficace d'une technostructure de gouvernance contournant la souveraineté des peuples pour aller mieux, plus vite, plus efficacement. Ce processus, à un moment, connaît un coup d'arrêt, c'est le moment actuel, parce que ce qui anime les peuples, ce n'est pas la prospérité, essentiellement. Ce qui fait que des tribus, peuplades, ethnies, qui se constituent ensuite en nations ou empires, ce qui les fonde, c'est la conscience de la mort individuelle, des limites collectives et du fait qu'il faut ensemble constituer des communautés humaines. Ensuite, au moment où elles sont constituées, ensuite, il y a les différences, notamment d'intérêt, de classe. Et selon moi, elles s'insèrent fondamentalement dans la question première, qui est celle des communs, comment nous faisons face ensemble. Et comme aujourd'hui, eh bien, le destin des peuples et du cours des choses semble leur échapper, alors ils se renferment, ils se fragmentent, et comme selon moi le néolibéralisme prive les peuples des moyens de reprendre la main sur leur destin au travers d'une souveraineté, le risque est que pour ne pas se décomposer de l'intérieur, ils s'affrontent à l'extérieur, d'où la montée des tensions partout dans le monde et les risques de guerre. Mais pour autant, on voit aussi des fracturations à l'intérieur des pays, c'est-à-dire que qui existe également. Absolument, vous avez raison, Antoine. Au fond, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se passe des choses, en tout cas ressenties différemment selon les civilisations. Je parle beaucoup dans le livre, et Arnaud Benedetti me relance sans complaisance, amicalement, mais sans complaisance, sur la grille d'analyse. L'imaginaire occidental et l'imaginaire oriental n'est pas le même. L'imaginaire latino-américain et d'Afrique ou des pays arabo-musulmans, tout ça, ce sont des imaginaires différents qui procèdent de leur rapport à la nature, au cosmos, aux autres peuples. À l'intérieur des civilisations, il y a des peuples bien singuliers. Les Allemands sont des Allemands, ne sont pas des Français en plus disciplinés. Idem pour les Hollandais, les Suédois, bref. Donc, chaque civilisation et peuple vont réagir différemment. Dans les pays occidentaux,
effectivement, notamment en Europe, et a fortiori en France, car il va falloir expliquer pourquoi nous sommes les plus pessimistes au monde. Oui, on va y revenir. Voilà, on reviendra sur la France. Mais en un mot, vous avez raison, Antoine, sur les questions de fragmentation, notamment dans les pays occidentaux, autrefois capitalistes développés ou démocratie libérale. Il y a des fragmentations. Pourquoi ? Parce que, au fond, les pays européens et la France fonctionnent plus que d'autres à la volonté politique. L'imaginaire occidental, dès Mare Nostrum, à partir de la réforme grégorienne, notamment, pense l'économie, la société et le politique comme tenant ensemble les sociétés. Or, le processus, la pensée néolibérale dont je parle, prétend dépasser tout ça et, au fond, contourner les peuples au nom d'une idée du progrès gagée sur la prospérité, les marchés efficaces de l'économie. Eh bien, une telle procédure commence à faire tanguer les rapports, notamment sous la forme État-nation à partir du 19e, entre l'État et la nation. Et singulièrement, par exemple, en France, la France qui a toujours été un archipel, depuis les Celtes, les Latins, les Germains, tient par le politique. Or, le néolibéralisme dit « Non mais attendez, le sujet c'est plus de construire un avenir commun par le politique, c'est de s'adapter aux nécessités économiques ici et maintenant. » Et ce mécanisme-là va entraîner une déconnexion entre l'État et la nation, et cette gouvernance néolibérale va accélérer par ailleurs des politiques ultralibérales. Pour moi, je distingue très précisément libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme. Et du coup, ce qui tient ensemble la société va peu à peu se déliter. En France, c'est l'idée de construire l'avenir par le progrès et la raison. Dans d'autres pays, ça peut être des modalités un peu différentes, mais les peuples se fragmentent. Il y a, au fond, chez les peuples, l'idée que les gouvernants du moment ne seraient plus l'émanation de ce qu'ils sont, mais les gouvernants seraient guidés par d'autres logiques et forces. C'est la grande jacquerie des Gilets jaunes. Macron nourrit ton peuple. Nourrit la question fiscale et sociale, comme sous l'Ancien Régime, et ton peuple, comme sous l'Ancien Régime. Le Seigneur est souverain à des devoirs. Et ces devoirs sont justement le fait d'être l'émanation du peuple. Donc l'inconscient collectif français, même sous Emmanuel Macron, Bonaparte alors néolibéral, se réveille au travers d'une jacquerie soutenue par les 2/3 des Français qui exprime momentanément l'inconscient collectif français. Et justement, puisque vous évoquez les Gilets jaunes, justement, en gros, si je comprends bien ce que vous dites, c'est le fait qu'il y a une perte de souveraineté liée à la mondialisation néolibérale qui fait que le politique fait aveu d'impuissance par rapport à l'économique.
Du coup, évidemment, retrouver la souveraineté dans votre grille d'analyse est quelque chose d'essentiel, mais on percevait aussi dans ce mouvement des Gilets jaunes une volonté de retrouver le contrôle par le bas. C'est-à-dire qu'on voyait quand même que c'était un mouvement, alors une jacquerie au départ, qui mettait derrière le référendum d'initiative citoyenne au centre de son argumentaire. Est-ce qu'il n'y a pas les deux aspects finalement qui tiraillent la société française à l'heure actuelle, la volonté de reprendre le contrôle à la fois par le haut et par le bas ? C'est-à-dire, c'est une volonté de, par le bas, interpeller le haut, pour que le haut soit le représentant du bas. La jacquerie ni les démocraties participatives n'ont une finalité en eux autre que de remettre la verticalité dans une assise qu'est la souveraineté. Donc il ne fallait pas s'étonner que la jacquerie des Gilets jaunes ne donne aucun mouvement politique en soi. L'imaginaire français fait que ce qui tient ensemble les Français, c'est une très forte hétéronomie du politique, parce que la France s'est constituée autour de l'État et l'État a précédé la nation. Donc la dénonciation du néo-Bonaparte Macron, quand il y a focalisation sur sa personne, ne veut pas dire que les Français renoncent à la puissance politique au travers de la figure du souverain. Il critique le fait que l'État, le souverain, garde les formes de l'autorité, non pas au service de la nation, mais au service de logiques qui semblent procéder d'ailleurs et d'autrefois. Donc, dans ma grille d'analyse, la jacquerie se comprend effectivement comme étant un mouvement du bas qui interpelle le haut. Je le dis dans le livre, échangeant avec le président Macron et continuant à échanger avec lui, mais quand les Gilets jaunes émergent, je lui dis, Monsieur le Président Emmanuel, c'est une jacquerie, il faut tout de suite recevoir les Gilets jaunes à l'Élysée. Il fait l'inverse. Et donc, au nom de l'idée que lui serait ce qui est bon pour le pays, alors qu'il avait dit devant le Congrès, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation, quand Angela Merkel à Aix-la-Chapelle ne lui donne pas une deuxième étape pour la construction européenne, il fait un tête-à-queue. Pire, il aura mis Benalla entre lui et les Français pour bien signifier que non, il se dégageait des fondamentaux de son élection, faisant qu'on l'a laissé faire des réformes pendant plus d'un an, alors même qu'elles étaient jugées injustes socialement, mais permettant de restaurer le fait que la France soit maître de son destin. Eh bien là, la jacquerie, dans Macron nourrit ton peuple, c'est les Gilets jaunes soutenus par les 2/3 des Français qui, au-delà je dirais, du motif déclencheur du mouvement, disent au président Macron, tu es notre émanation et on veut le retour de l'autorité politique. Une autorité sans souveraineté, c'est le moment actuel, c'est l'autoritarisme. C'est-à-dire que l'État n'est plus au service de la nation, l'État, ses institutions, ses outils sont vécus comme se retournant contre la nation. C'est le moment de la réforme des retraites, au départ d'un conflit social, et avec le recours du 49.3, pour la première fois, le 49.3 n'est pas vécu comme une facilitation pour l'exécutif pour faire avancer le Parlement, mais comme une arme contre la nation elle-même. Oui.
il y a un autre terme évidemment sur lequel je voulais vous interroger, puisque ça fait partie du sous-titre du livre, c'est celui d'imaginaire. En fait, ce que j'aimerais vraiment bien comprendre, c'est si, dans votre grille d'analyse justement, les imaginaires sont quelque chose de stable dans le temps, ou si c'est quelque chose de mouvant. Alors, dans la grille qui est la mienne, à laquelle j'ai dû arriver pour essayer de rendre raison de constats professionnels pour des clients fort divers. La France, j'ai été 7 ans le conseiller de la principauté de Monaco, la Commission européenne, j'avais travaillé pour même la CIA au travers de son institut d'études USIA. J'ai travaillé pour le Marshall Fund, donc j'ai beaucoup analysé. Et puis, évidemment, pour McDonald's, pour EDF, donc j'ai mené beaucoup d'études en près de 40 ans. Donc, je suis arrivé au constat que les imaginaires des peuples, c'est-à-dire les façons d'être et de faire des peuples, étaient pérennes. Je me suis aperçu en France qu'il y avait un lien entre la façon dont le citoyen noue le rapport à la nation, le salarié noue le rapport à son entreprise, le consommateur français acquiert des biens et des services, pas seulement sur l'utilité de ceux-ci, mais aussi sur l'image, le capital immatériel des biens et services d'une entreprise, qui produit de la valeur. C'était mon enseignement pendant 3 ans à HEC. Et donc, ces similarités du rapport, de la façon dont le citoyen se déploie dans la nation, le salarié dans son entreprise, le consommateur par l'acquisition des biens et services, mais aussi l'internaute français sur les réseaux sociaux. Sa singularité même. Les travaux pour Cicero, mes échanges avec le président de Facebook, Laurent Soli, permettent de signifier la singularité des peuples, alors même qu'ils utilisent les mêmes procédés, en ce que l'intentionnalité des individus doit être prise en compte derrière ou avant les pratiques ou consommations apparemment de même nature. Donc oui, les imaginaires des peuples sont pérennes, leur façon d'être et de faire. Celle de nous, Français, c'est d'être projectif et universaliste. On voit toujours le réel au travers de la raison, au travers de concepts. On va revenir juste après sur la singularité de l'imaginaire français, justement. Et oui, les imaginaires, bien sûr. Poutine, c'est pas un avatar du soviétisme, c'est un russe. Oui. Xi Jinping, il veut réparer l'éclipse chinoise depuis la Renaissance. Erdogan prétend restaurer l'Empire ottoman en Turquie et au-delà. Modi a une vision civilisationnelle de l'Inde. Les replis de l'islamisme, avec ses formes les plus barbares, sont l'expression d'un certain type d'islam à certains moments historiques issus de l'islam, religion de nomades, au départ, qui donne au Coran, au rapport entre le spirituel et le temporel en fusion, des modalités très particulières. Donc les imaginaires des peuples sont pérennes. Ce qui bouge tout le temps, ce sont les formes théologiques des religions, ce sont les institutions politiques que se donnent ces peuples, ce sont les rapports sociaux dans lesquels ils s'insèrent. En allemand, c'est le même terme pour dire dette et culpabilité, Schuld.
c'est ce qui va fonder la possibilité, après le nazisme, à l'imaginaire allemand, de se trouver un support économique, l'ordolibéralisme, plus Habermas. Donc, ce qui est pérenne, c'est le creuset de l'imaginaire des peuples. Ça ne bouge pas au travers des siècles. Ce qui bouge, c'est le contenu à l'intérieur des matrices imaginaires qui sont en perpétuel mouvement et qui, à un moment, peuvent même se retourner dans leur dynamique propre contre les imaginaires. De sorte que ma grille sur l'histoire n'est pas linéaire, elle est cyclique, c'est-à-dire que quand l'efficace se détache du bon et du juste, tenu par l'imaginaire des peuples, efficace déployé par les peuples eux-mêmes, alors il y a moment de rétractation, de fragmentation et de risque d'aller à la confrontation avec l'autre extérieur plutôt que l'autre intérieur. Mais il y a toute une série de travaux quand même qui montrent une évolution des valeurs générationnellement. C'est-à-dire que notamment sur les questions culturelles, les citoyens des générations récentes auraient des valeurs différentes que les citoyens des générations plus anciennes, notamment une plus grande ouverture par rapport à toute une série d'enjeux culturels. Comment vous considérez ça? Est-ce que vous ne croyez pas en ces évolutions de génération en génération? La stabilité est plus grande que les évolutions? D'abord, mon constat, c'est un constat global sur l'ensemble des peuples. Je vois plutôt les peuples voir remonter leurs fondamentaux. Je vois que chez certains jeunes, notamment dans la petite bourgeoisie intellectuelle, la réponse au néolibéralisme au travers du wokisme, c'est de trouver un compromis entre un progrès qui n'est plus possible visiblement, collectivement et socialement, puisqu'il faut être dans l'ici et maintenant, l'adaptation au cours des choses. Du coup, le progrès passe par une intériorisation individuelle de la défense des droits, des singularités, au risque que ce mécanisme devienne un mécanisme au fond antilibéral. Alors, je suis sensible à votre question parce que effectivement, chez certains jeunes, on voit l'idée que on pourrait être dans une société horizontale, pour faire vite, où le déploiement de l'individu, des identités qu'on pourrait même choisir, son identité selon sa volonté. Je ne crois pas à la pérennité de telles modifications. Le terme de valeur lui-même demanderait à être précisé. En un mot, même en France, par exemple, dans la petite bourgeoisie intellectuelle, les fondements de pensée, comme par exemple le wokisme, se fait au nom d'une certaine pensée du progrès. De ce point de vue-là, j'en parle dans le livre, avec Arnaud Benedetti. À l'intérieur même des Lumières en France, il y a un débat sur ce qu'est le progrès. Alain Supiot le rappelle dans sa nouvelle préface des Lettres persanes de Montesquieu. Au fond, Montesquieu dit « la loi doit suivre les us et coutumes des peuples ». Condorcet, le mathématicien et philosophe, ensuite dit « qu'est-ce qu'il raconte Montesquieu avec ses vieilleries sur les us et coutumes des peuples ?» Non, le progrès est un,
la vérité est une, la raison est une, la loi doit s'appliquer partout dans le monde. Donc pour moi, le premier penseur du néolibéralisme, c'est de ce point de vue-là Condorcet, c'est-à-dire une sorte d'échappée de la loi par rapport aux us et coutumes des peuples, et même pouvant appeler derrière une pensée de la déconstruction ou au nom de la déconstruction du réel, on en amènerait à penser que le réel lui-même est une construction et qu'il suffirait soi-même de se définir de telle façon pour être de telle façon. Donc il y a une sorte d'échappée du réel construit par le néolibéralisme qui peuvent amener des générations empêchées de se déployer dans la construction d'un avenir commun à cultiver des formes d'identitarisme par, je dirais, cette échappée. Donc face au néolibéralisme, il y a différents types d'échappées. Il y a l'échappée transhumaniste. La technique va nous permettre de transformer l'homme. Il y a l'échappée, au fond, identitariste et wokiste. Et il y a l'échappée où on prétendrait que la loi de Dieu doit prévaloir sur la loi des hommes, puisque visiblement, dans le temporel, tout dysfonctionne. Oui. Vous en parlez à un moment dans votre livre, mais je voudrais quand même vous interroger sur ce point. Qu'est-ce qui différencie la question d'imaginaire de celle d'identité ? Eh bien, je n'utilise pas le terme d'identité, non pas que j'ai peur de quelconque stigmatisation, mais parce qu'elle ne me permet pas de rendre compte de la dialectique des choses. Quand Nicolas Sarkozy avait prétendu faire un débat sur l'identité, notamment, oui. Je l'avais alerté justement sur le fait que l'imaginaire français récuse la notion d'identité. C'est la phrase de René Char: notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Si par identité on entend aller chercher dans une matrice originelle ce que nous sommes, non. Ça, c'est l'imaginaire allemand. Ce n'est pas l'imaginaire français. Car le problème des Français, c'est est-ce que le voisin d'à côté est français ? Le problème des Allemands, ils n'ont pas de doute sur le fait que le voisin d'à côté, il est un Allemand. Mais c'est comment ne pas s'entre-déchirer. Donc l'imaginaire allemand, pour ne pas s'entre-déchirer comme lors de la guerre de 30 ans et des paysans, va chercher Luther, le militarisme, le nazisme, pour moi, forme radicalisée de l'imaginaire allemand, et puis l'ornolibéralisme et la procédure Karlsruhe après 1945. Alors, pour les Français, il n'y a pas d'identité. C'est mon désaccord avec Patrick Buisson, Éric Zemmour. Je me suis beaucoup entretenu de cela avec lui. Ou des thèses qui, à juste titre, repérant les séparations françaises ou l'archipel français, en creux, laisseraient entendre qu'il y aurait eu un temps où la France était unifiée. La mythification d'un passé glorieux, finalement. Oui, derrière, sans le vouloir forcément, mais Mirabeau parlait des peuples français. En 14, des régiments ne se comprenaient pas entre eux. La France a toujours été un archipel, toujours. Et son génie a été justement de trouver les façons projectives et universalistes pour, par des formes de pensée, de légèreté, qui fait Descartes, qui fait Rabelais, qui fait Marivaux, qui fait Corneille, Molière, qui fait nos mathématiciens, immenses mathématiciens, la peinture à la française, les deux écoles de Paris,
la musique à la française, des formes de légèreté qui assemblent et civilisent les passions. Toujours autour de l'idée que même le beau aurait partie liée avec la raison. Hein, ce sont les écrits de Rameau, c'est Marivaux, c'est Boileau aussi, qui est très clair là-dessus. Bref, il y a une façon française, effectivement, d'être au monde qui est résumée contre l'idée d'identité par la phrase de René Char: « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. » Nous avons un héritage, notre imaginaire, mais pas de testament. Le sujet pour nous, c'est pas le passé, parce qu'il n'y a pas de testament. C'est la construction d'un avenir commun par le politique, par la dispute politique commune. Voilà l'imaginaire de la nation, alors que le sommet de l'État, dorénavant, fait et procède à l'inverse de l'imaginaire de la nation, puisqu'il ne faudrait plus se disputer pour construire un avenir commun, mais respecter le réel de l'économie et l'obligation que l'on aurait à suivre des disciplines venant de Bruxelles et d'ailleurs. Et justement, mais je pense que ça va faire référence à ça, quand vous dites que la singularité du peuple français, c'est d'essayer de rechercher un futur commun. Et à côté de ça, vous montrez également que une des caractéristiques à l'heure actuelle de la population française, c'est son pessimisme quand on compare avec d'autres pays européens. Justement, c'est sur ce point, c'est ce qui explique ce pessimisme? Absolument, absolument. J'ai fait une grosse étude internationale avec W Compagnie, Havas, Ernst & Young et HEC sur la façon dont les leaders économiques et d'opinion voient la mondialisation. Les 2/3 des leaders économiques et d'opinion des 25 pays les plus développés disent que la France peut tirer positivement parti de la mondialisation. Les 2/3 de nos leaders disent non, la mondialisation, ça va être un problème. Donc le pessimisme général de notre pays vient du fait que, au fond, le cours des choses de la globalisation semble être contradictoire avec notre génie, notre façon de faire. Car, si vous voulez, Antoine, comme je suis un peu âgé, j'ai eu le temps en 40 ans de voir l'effondrement français dans tous les domaines. Les jeunes s'en aperçoivent moins. Mais j'ai vu l'effondrement français et européen. Nous avions des champions qui ont été mis à genoux dans l'énergie, dans les télécoms, dans la recherche. L'état de l'école, sa dégradation récente. Bon, toutes ces raisons sont des raisons profondes qui datent de choix qui ont été faits pour faire vite après la chute du mur de Berlin et la façon dont se sont enclenchées ce que sont devenues les institutions européennes, à l'inverse du génie européen. Car si l'Europe disparaît, si elle n'est même plus maître de son destin en Ukraine, le destin de l'Ukraine se décide à Kiev, à Moscou, à Washington et à Pékin. Nulle part ailleurs, malheureusement. Et selon moi, on aurait pu éviter la guerre si l'Europe avait été consciente de ce qu'elle est. À la fois l'imaginaire russe, impérial, et à la fois la légitimité de la nation ukrainienne, dont la singularité vient des rapports qu'a noué l'orthodoxie ukrainienne avec Rome il y a quelques siècles. Mais pour ça, il ne faut pas penser que l'économie fait la société ou l'Europe. Il faut être un peu cultivé. Il faut s'intéresser à l'histoire, à la culture, aux religions, ce qu'on appelle la culture générale. Or, la formation de nos élites, j'enseigne à Sciences Po depuis 32 ans, je vois bien à quel point
Nous avons de très bons experts, mais plus de penseurs. À quel point nous avons des spécialistes et la plupart du temps, parmi nos élites, des gens dénués de toute culture générale. Alors, justement, on a beaucoup parlé constat depuis le début. Maintenant, j'aimerais bien vous entendre sur l'aspect solution. Comment faire en sorte, justement, que le politique retrouve, disons, une marge de manœuvre sur le cours des choses? Je souris parce que je dois avoir bientôt un dirigeant très important de notre pays qui voulait me parler à propos du livre, et j'imagine qu'à un moment, il me mettra au pied du mur. Également. Alors, comme je lui dis à peu près les mêmes choses depuis 7 ans, les choses se sont dégradées depuis. C'est-à-dire que l'alternative est la suivante. Soit nous arrivons à reciviliser la mondialisation, soit nous irons vers des guerres, et les questions que nous posons maintenant permettront peut-être de résoudre les graves défis qui sont les nôtres après. Car les graves défis sont immenses, d'abord environnementaux, mais avec tous les effets qu'il y a derrière. Alors, reciviliser la mondialisation, ça veut dire qu'il faut refaire de la politique. Ça veut dire que tous les débats internationaux doivent être publicisés. Ça veut dire que, au fond, pourquoi je fais cette ode aux politiques? C'est que passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses, ça ne marche pas. Donc, il faut revenir à ce qui fonde l'histoire. Ce sont les peuples. Les peuples dans leur diversité. Ainsi, lors de la COP21, j'étais expert avec Radan de la consultation mondiale sur la lutte contre le réchauffement climatique. Tous les peuples sont conscients des périls, mais chacun va y répondre un peu à sa façon. C'était la philosophie qui présidait à la COP21. Depuis, on a plutôt régressé. Alors, ça veut dire qu'au fond, il faut abandonner l'universalisme occidental arrogant, qui fait que dorénavant, la majorité de la planète regarde de travers l'Occident quand elle met en avant des valeurs à géométrie variable selon les moments. Donc il faut renoncer à l'universalisme de Condorcet pour revenir à l'universel de Montesquieu. C'est-à-dire qu'il y a une égale dignité humaine dans le monde, il y a des peuples qui souhaitent maîtriser leur destin, mais chacun est divers. Il faut prendre en compte ça, comment le régler à l'intérieur des sociétés et entre les sociétés elles-mêmes. Eh bien, c'est expliciter les problèmes politiquement. La pensée néolibérale, et j'ai pu débattre avec des penseurs néolibéraux, il y a autant de néolibéraux à gauche qu'à droite, j'ai en tête des débats avec Pascal Lamy, procède toujours de l'idée que les peuples sont un peu lents ou égoïstes et qu'au fond il vaut mieux aller au bonheur des peuples en les mettant de côté ou en externalisant sur des instances indépendantes. Ça ne fonctionne pas. Les peuples ne sont pas sots, ou en tout cas ils sont ce qu'ils sont, et c'est eux qui donnent le là. Donc il faut reciviliser la mondialisation en remettant la globalisation économique, financière et numérique dans les gonds de la mondialisation, mosaïque de peuples aux imaginaires divers, en remettant le pouvoir aux représentants des peuples. Ainsi, en Europe, qui est le laboratoire le plus abouti du néolibéralisme, l'Union européenne a mis en place des procédures inverses au génie européen. Le génie européen, depuis Mare Nostrum, c'est de faire de la diversité de ces peuples du commun. L'Union européenne, c'est l'inverse. C'est la prétention
de mener des politiques uniques selon les mêmes procédures pour peu à peu faire un peuple européen. Il se passe l'inverse. Donc, il faut redonner le pouvoir aux instances politiques de l'Europe. La Commission européenne et pas le Conseil européen, pardon, pas la Commission européenne. Donner une légitimité au Parlement européen, qui n'en a aucune, dans la mesure où en rien il n'est indexé sur ce que sont les peuples. La construction d'une illusion qu'on allait faire un étage supplémentaire de souveraineté. Donc il faut expliciter les débats, il faut se parler, il faut mettre donc toutes les initiatives. Les Chinois ont leur vision du monde, ils l'ont exprimé très bien. Les Américains ont plus ou moins leur vision du monde et de leur intérêt, très bien. Les Européens se situent en Occident, mais ils ne sont pas américains. L'histoire des États-Unis est très singulière. Eh bien, tout ça doit être en débat et il faut remettre le temps et les modalités de la globalisation sous la maîtrise des gouvernants et des politiques. Si on n'y arrive pas, malheureusement, on ira au conflit parce qu'on sent qu'il y a des forces irrépressibles. Les plus lucides sur ce qui se passe sont forcément inquiets de voir la rapidité et l'approfondissement des signes annonciateurs du chaos. Et justement, à ce niveau-là, est-ce qu'il existe un imaginaire européen, selon vous? Ou est-ce que, si ce n'est pas le cas, l'Union européenne, dans sa forme actuelle, ne s'oppose pas par principe à ce que vous décrivez comme étant des imaginaires singuliers de chaque État-nation? Évidemment, ma grille d'analyse heurte des espoirs ou des renoncements quant au cours des choses. Donc vous l'aurez compris, pour moi, l'Union européenne détruit l'Europe en ce que ses institutions ne sont pas conformes au génie européen. Par contre, il y a une Europe à reconstruire, à valoriser à partir des différences de ces peuples. Il faut voir non pas comme un obstacle, mais comme le fondement même de ce qu'a été l'Europe, la pensée occidentale, le génie européen. J'ai pu travailler dans le passé pour la Chine. Les Chinois veulent réparer 2-3 siècles d'éclipse, et sous la Renaissance, les Chinois et les Européens étaient au même niveau de développement économique. La Chine a reculé. Bon. Qu'est-ce qui a fait le génie européen? C'est le fait que dans un même espace géographique contraint, il y a une myriade de peuples divers culturellement qui s'entrecroisent. Et donc, pour ne pas guerroyer, il faut faire assaut d'appropriation de l'autre, de dépassement de l'autre, d'amélioration avec des modes de pensée qui vont faire les évolutions, d'ailleurs théologiques, du polythéisme au monothéisme, et un rapport où, en Europe, il y a certes l'économie, mais il y a la démocratie, il y a la possibilité de penser ensemble des pratiques, des appartenances religieuses et des hétéronymies politiques. Voilà ce qu'est l'Europe, voilà ce qu'est l'Occident. Eh bien, c'est une richesse incalculable. Et l'Europe a des singularités qu'il faut faire prévaloir et défendre par rapport à la puissance chinoise, bien sûr, et même par rapport à nos alliés américains. Mais pour ça, il faut revenir aux fondamentaux du génie européen, du modèle européen. J'utilise un peu moins le terme imaginaire parce que je l'applique soit aux civilisations, soit au peuple. L'Europe n'est pas à elle seule la civilisation occidentale, mais oui, il y a une façon d'être et de faire des Européens très singulière, qui nous rapproche
de certains peuples, de certaines nations. Oui. Très bien. J'aurais une dernière question pour conclure ce bel échange. Est-ce que vous êtes confiant justement quand vous regardez le champ politique à l'heure actuelle dans cette volonté que le politique reprenne un petit peu la main sur l'économique? Non. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? Je suis un peu désolé. Je vois bien dans les mutations politiques l'expression de ce que je dis, y compris si on prend le passage du Front National au Rassemblement National, on dit toujours Marine Le Pen impose ses thèmes et tout. Non, c'est l'inverse. C'est Marine Le Pen qui, pour aller au pouvoir, a été obligée d'instaurer les mutations d'une formation d'extrême droite et raciste de son père à une forme de gaulo-nationalisme. Bon. Donc je vois bien dans les mutations ou la disparition à peu près de la gauche sous sa forme actuelle, je vois bien l'expression de ma grille d'analyse où même chez les néolibéraux, le besoin de faire des clins d'œil appuyés à l'histoire, comme par exemple l'usage d'Emmanuel Macron de la symbolique politique, mais au service, au fond, d'un renoncement au nom d'un certain type de l'Europe à la souveraineté. Donc, je vois essentiellement dans les décompositions de la classe politique française et mutation, l'expression du chaos dont la France est l'œil du cyclone. Et ce que je vois maintenant, là vous adressez aux citoyens. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé comme citoyen, j'ai parlé comme analyste. Je ne pense pas qu'on puisse bien analyser le monde et à la fois vouloir en être ou vouloir mettre en avant le souhaitable. Donc, après avoir été jeune, assez militant, je me défie de toute idéologie. Ma contribution, c'est d'être un analyste. Alors, est-ce qu'en un mot, je vois maintenant une formation, une sensibilité qui représenterait logiquement l'imaginaire français qui reprend la main sur son destin et qui arrive à faire comprendre, notamment à nos amis allemands, la singularité de ce que nous sommes et pourquoi l'Europe disparaît. Je ne le vois pas vraiment. Je vois des bribes. Je vois bien qu'Emmanuel Macron, quand j'échange avec lui, il entend des choses, mais il ne les ressent pas du fait de sa psychopolitique. Mais il comprend, contrairement à son prédécesseur, avec qui j'ai beaucoup travaillé, François Hollande, il comprend la symbolique présidentielle, mais qui n'est pas indexée sur la souveraineté. Donc du coup, ça se retourne contre l'idée d'autorité et ça se transforme en autoritarisme. Donc pour l'heure, non. Si vous me demandiez ce que je vois, je ne sais pas quoi, pour la prochaine présidentielle. Non, mais je vois dans les mutations des choses intéressantes. Celle que j'écoutais ce matin, Ruffin demande de l'argent pour la présidentielle. Bon, ben, l'évolution de quelqu'un comme Ruffin m'intéresse par rapport à son point de départ, là où il arrive. Bon. En un mot, je suis beaucoup plus confiant dans le peuple français, ses fondamentaux, son génie, que dans la politique. représentation politique actuelle, mais ça va sans doute se faire, j'espère, sinon malheureusement ça se refera de toute façon, mais il faudrait éviter le chaos et les dommages.
Très bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup Stéphane Rosès d'avoir été avec nous à la Fondation Jean Jaurès. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, un entretien avec Arnaud Benedetti. C'est publié aux éditions du CERF, ça a été publié en novembre dernier, c'est toujours évidemment extrêmement d'actualité. Merci encore pour cette conférence et on se retrouve en tout cas toutes et tous sur les différents réseaux et sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Merci.